Alors, déjà, merci beaucoup de vous être inscrit à ce webinaire. On est très heureux de pouvoir partager un peu notre expérience avec vous. En attendant que tout le monde se connecte petit à petit, c'est le matin, on prend son café, on se connecte au webinaire, c'est pas tout à fait facile. On va peut-être se présenter un petit peu avec Nicolas, vous dire ce qui nous amène ici, vous expliquer en deux mots qui nous sommes, les objectifs de ce webinaire. Et ensuite, on va démarrer et on va vous laisser aussi poser toutes vos questions dans le chat. Vous avez un chat qui est à votre disposition si vous voulez interagir, rebondir sur certaines choses qu'on pourra dire, demander des exemples. Donc vraiment, profitez-en, faites de ce webinaire le vôtre et on sera ravis d'y répondre. On a un œil sur le chat si jamais on a des questions ou des commentaires. Donc bonjour à tous, bienvenue. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Alors, en quelques mots, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Antoine Aniel, cofondateur de Learn Assembly. Donc, moi, j'ai toujours été un passionné d'éducation et de formation. J'ai fait des études littéraires, je m'intéressais à l'enseignement, à l'éducation, et donc j'ai découvert le web, j'ai découvert la formation et j'ai créé Learn Assembly à la fin de mes études. C'est un projet étudiant qui a bien tourné, on va dire. Donc, Learn Assembly aujourd'hui, c'est une société qui a 5 ans. Je vous détaillerai en quelques mots notre activité. Et donc, on est une société qui travaille sur le sujet de l'expérience apprenante, de la culture formation dans les organisations, et donc notamment sur le marketing de la formation. Et par ailleurs, chez Learn Assembly, je m'occupe entre autres du développement des partenariats et du marketing. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était aussi de partager avec vous des techniques, des méthodes ou des outils qu'on utilise en startup pour le marketing et qui sont transposables dans le contexte de la formation. Donc, c'est aussi cet état d'esprit-là qu'on va essayer de partager avec vous pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas, donc je suis le cofondateur de la startup qui s'appelle SkillUp. Et donc SkillUp, c'est une solution de gestion collaborative de la formation à destination des entreprises. Alors moi, comment est-ce que je suis tombé dans la formation? Donc je suis plutôt un profil d'entrepreneur puisque c'est la deuxième société que je crée, celle-là maintenant à 3 ans d'existence. Et dans le cadre de la première, qui était dans un secteur qui n'a rien à voir, qui était dans celui de la réparation d'objets électroniques, on animait une communauté de plus de 200 réparateurs de smartphones et de tablettes qu'on a souhaité former assez rapidement des problématiques commerciales et puis techniques. Et donc, en souhaitant former cette population de réparateurs, on s'est rendu compte à quel point le marché était compliqué, obscur, difficile, très très compliqué à aborder. Et c'est dans ce cadre-là que lorsqu'on a fini cette première expérience entrepreneuriale, on s'est attaqué à un nouveau sujet qui était celui de la formation, avec une volonté très claire qui était de rajouter de la simplicité, de la transparence et de la qualité dans ce marché de la formation qui est en France ancien et pétri de complexité liée à son historique. Voilà, donc toute l'ambition du projet SkillUp, c'est de rendre la formation en entreprise simple, accessible, de transposer autant que possible les codes du B2C dans un univers B2B, ce qui nous amène à travailler énormément au quotidien sur le sujet du marketing de la formation, de la valorisation de la formation d'entreprise, comment est-ce qu'on la rend simple, compréhensible pour les collaborateurs et les managers, comment est-ce qu'on les remet au centre du process. Donc tout l'outillage et toute la solution qu'on a développée va répondre à ces enjeux-là. Raison pour laquelle aujourd'hui on a le plaisir de co-animer ce webinaire avec Antoine, puisqu'on est une communauté de pensée qui est très proche et on travaille sur des sujets liés à la formation, au marketing de la formation qui sont très proches. Hop, bienvenue à tous, je vois que vous êtes plusieurs à nous rejoindre. Bonjour Lorraine, bonjour Bernard, bonjour Nathalie. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes très nombreux, mais bienvenue à tous. Alors quelques mots sur Learn Assembly, donc très rapidement. Donc nous, on est une société qui a été créée fin 2013. On est une équipe d'un peu moins de 20 personnes. Et donc notre job, c'est de donner envie d'apprendre, de réconcilier les gens avec la formation dans les entreprises. On travaille énormément sur des sujets de transformation de métier, de transformation culturelle, dans des entreprises dans lesquelles il y a un vrai sujet d'employabilité, où les métiers se transforment de manière assez forte. Et il faut non seulement former ou reformer ou reskiller un certain nombre de personnes, mais aussi développer une culture de la formation continue, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas pas pour toutes les populations. Et donc, on est des architectes, on conseille sur les bonnes solutions pédagogiques et sur l'expérience apprenant. Et ensuite, on encadre toute la production en différentes modalités, du MOOC, du mobile, du blended, du jeu. On recommande en fait ce qui est pertinent et on accompagne toutes les équipes de formation. Donc, on fait énormément de formation, de responsables formation, d'ingénieurs pédagogiques pour leur transmettre nos méthodos. Voilà, on pourra y revenir plus en détail. Donc, pendant
cette présentation, on essaiera aussi avec Nicolas de rebondir sur des exemples ou sur des cas, donc bien entendu en respectant la confidentialité de nos projets, mais voilà, on essaiera d'illustrer à chaque fois les recommandations qu'on partage avec vous, avec des exemples concrets. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Nicolas, tu vas ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à ceux qui nous ont encore rejoints. Le nombre de participants augmente régulièrement. Donc, SkillUp, en effet, comme je le disais en introduction, c'est une solution collaborative de gestion d'information qui a 3 ans maintenant, donc qui est en usage chez un certain nombre de clients dont vous voyez certaines références en bas de la page. Les 3 gros sujets pour lesquels répond la solution Digital SkillUp, c'est en effet qu'on appelle le marketing RH ou marketing d'information. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'avec une solution logicielle, je peux valoriser mon offre de formation, qu'elle soit interne, externe, comment est-ce que je la rends simple et accessible aux collaborateurs et aux managers, comment est-ce que je le remets au centre du process. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme qui est ergonomique, intuitive, donc avec un vrai enjeu d'implication des collaborateurs. Le deuxième enjeu de la plateforme, c'est celui de faire des gains de productivité pour les équipes formation, puisqu'on va y revenir tout à l'heure. Dans la plupart des cas concrets que nous on voit au quotidien, on a des process de formation qui sont très peu outillés, assez archaïques et in fine très morcelés. Donc ça se traduit par beaucoup de frustration pour les collaborateurs et ça se traduit par beaucoup d'inefficience pour les équipes formation. Donc on propose aujourd'hui des back-office de gestion d'information qui permettent aux équipes formation de se reconcentrer sur des missions plus fondamentales que de la gestion administrative. Et enfin, tout ça, ça permet quoi? Eh bien, ça permet d'améliorer significativement ce qu'on appelle le ROI de la formation, donc le retour sur investissement de la formation, qui est toujours un peu compliqué à appréhender et qui est toujours compliqué à chiffrer. Ceci étant dit, quand on sait qu'on a des collaborateurs qui sont plus impliqués, on fait des retours réguliers de satisfaction des collaborateurs et ils augmentent en flèche avec la solution SkillUp. Quand les responsables de formation font des économies de temps de 30 à 50%, on sait nécessairement, sans pouvoir toujours le chiffrer précisément, que le ROI de la formation s'est amélioré. Donc voilà un peu les 3 enjeux auxquels répond la solution SkillUp. Je serais ravi de la présenter peut-être avec une autre occasion. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. En préparant ce webinaire, on avait beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'être synthétique. On avait pas mal de choses à partager avec vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors déjà, la première question, pourquoi le marketing de la formation? Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi important aujourd'hui? On va essayer de reposer un peu le contexte de ce sujet. Et Nicolas a pas mal de choses à vous partager sur ce point. Alors, la première idée qu'on voulait partager avec vous, c'était parce que c'est une attente des collaborateurs. Quelques éléments chiffrés. On a mené une étude en août 2018 où on a interrogé 1500 collaborateurs dans des entreprises un peu de toute taille sur leur appréciation de la formation telle qu'elle est proposée par leurs entreprises. De façon très macro et très synthétique, on se rend compte que 50% des collaborateurs expriment une insatisfaction forte vis-à-vis des politiques de formation qui leur sont proposées. 50%. Donc c'est un chiffre nous, qui nous a marqué. C'est un chiffre qui est important, c'est pas neutre. Et surtout quand on met en regard des budgets qui sont investis par les entreprises dans la formation, on se dit que c'est extrêmement frustrant d'investir 1, 2, 3% de sa masse salariale pour in fine avoir 50% des collaborateurs qui expriment une insatisfaction. Quand on creuse un peu les raisons de l'insatisfaction, c'est beaucoup lié à des sujets de marketing de la formation. Ce qui est mis en avant par les collaborateurs, c'est manque de communication et de transparence dans les processus. Alors, ça se traduit de façon très concrète par je ne suis pas au courant de quels sont le plan de formation, les politiques de formation qui sont proposées par mon entreprise. Je ne sais pas quelles sont les règles d'arbitrage. J'ai exprimé un besoin, j'ai jamais eu de retour sur ce besoin ou j'ai eu un retour 6 mois plus tard. Mon besoin exprimé avec mon manager n'a pas été satisfait et je n'ai pas le rationnel, on ne m'a pas expliqué pourquoi. Voilà, donc il y a vraiment un sujet de communication et de transparence sur les règles d'arbitrage, la façon dont tout ça fonctionne. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet du marketing de la formation. C'est le point de départ. Autre élément qui nous a marqué, 55% des collaborateurs se disent mal informés des dispositifs de formation de leur entreprise. Donc, ce manque d'information concerne à la fois les processus, donc ce qu'on vient de dire juste avant, mais également l'offre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sociétés que nous on voit au quotidien qui font un travail de qualité et qui est conséquent sur la constitution de programmes, de parcours de formation, sur la curation de contenu de qualité. Et cette offre-là, elle est peu accessible aux collaborateurs. Donc, voilà. Donc là, il y a à nouveau un vrai sujet au cœur du marketing de la formation. Comment est-ce que j'informe
proprement au bon niveau mes collaborateurs, comment est-ce que je rends accessible tout le travail que je fais en tant que responsable RH sur cette formation. En face de cette insatisfaction, ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'il y a une attente qui est forte. Donc on a des budgets, des attentes et une insatisfaction. Quand on leur pose la question de est-ce que vous souhaitez suivre plus de formation, ils répondent très massivement oui. Donc c'est quelque chose qui est attendu. Quand on leur pose la question de est-ce qu'ils apprécient, est-ce qu'ils valorisent la formation, la réponse est évidemment oui. On avait posé d'autres questions autour de cette thématique, elles vont tous dans le même sens. Les collaborateurs, c'est quelque chose qu'ils valorisent, ils sont en attente de réponses de leurs équipes formation qu'elles trouvent pas forcément tout le temps. Donc, des budgets, une attente et une insatisfaction. Voilà, c'était un peu le sens de ce message un peu liminaire. Alors, d'autres points sur pourquoi ce marketing de la formation, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi important aujourd'hui. Il y a un autre point qu'on voulait aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive ou la surcharge d'information. Aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement connecté, dans lequel le rythme du travail s'est accéléré, on reçoit de plus en plus d'emails, de plus en plus de notifications, etc. Donc, on est très sollicité. Le temps est un vrai sujet. Quand on interroge les gens sur leur engagement dans la formation, pourquoi ils ne se forment pas, le temps est toujours quelque chose qui revient. Après, il faut voir ce qui se cache derrière le temps. Et ce qui se cache derrière le temps, c'est notamment la surcharge cognitive. Le fait que on est saturé d'informations, qu'on n'a pas le temps d'aller forcément chercher l'information, faire le tri. Et ce sujet-là, on va y revenir pendant tout au long de ce webinaire. C'est vraiment un point important d'aller pré-mâcher l'information, d'aller segmenter l'information à destination des collaborateurs, des apprenants, pour éviter cette surcharge où finalement on reçoit parfois énormément de mails, de news, de notifications. Mais est-ce que moi, Antoine, en tant qu'individu, j'ai l'information qui va vraiment correspondre à mon besoin et qui peut parfois être noyée dans un flux d'informations? Donc cette surcharge cognitive, ça devient un vrai problème. Alors on l'aborde souvent par la question de la qualité de travail, de la gestion des emails, mais elle touche aussi forcément à la formation. Et donc c'est un point important à avoir en tête. Et les équipes de formation ont un rôle à jouer pour anticiper l'impact de la surcharge cognitive sur l'engagement en formation, voire pour trouver des solutions si possible. Un autre point très important sur le sujet du marketing de la formation, c'est ce qu'on a appelé le time to market de la formation, l'obsolescence en fait d'une formation et d'une compétence. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui du coup est accéléré, plus instable qu'avant, pour différentes raisons. Évidemment, l'impact de la transformation numérique qui transforme les métiers, mais aussi la transformation réglementaire. Il y a de plus en plus de réglementations qui sortent. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, dans le secteur banque-assurance. Chaque année, vous avez une directive de la Commission européenne, une nouvelle loi, la loi Sapin, MiFID II, enfin voilà, des nouvelles normes qui entraînent des obligations de formation et du coup une obsolescence des compétences de plus en plus forte. Avant, on pouvait se former au marketing, globalement, on était bon pour 10 ans. On pouvait se former en gestion de projet, pareil. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les compétences doivent se renouveler de plus en plus parce que le marketing, tous les an et demi, tous les 2 ans, il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles tendances, de nouveaux outils. Et donc, c'est une formation tout au long de la vie qui se met en place parce que la durée d'une compétence est beaucoup plus faible. Et en France, où on aime bien les diplômes et les certifications, c'est totalement antinomique avec notre modèle et avec notre société. On a beaucoup de mal avec cette idée d'aller se former un peu tout le temps, puisque la reconnaissance sociale et managériale repose encore beaucoup sur les diplômes et les certifications longues. Donc le sujet pour la formation, c'est d'anticiper l'obsolescence des compétences et donc l'obsolescence des formations et de se dire comment j'arrive à produire une formation plus vite, à mettre à disposition un contenu de formation beaucoup plus vite à mes collaborateurs, pas dans 6 mois ou dans 1 an. Vous voyez les chiffres que Nicolas présentait tout à l'heure. Et comment, du coup, j'anticipe que cette formation, je vais devoir la refaire ou la mettre à jour ou l'améliorer dans 6 mois, 1 an et demi, parce que les besoins auront changé, parce que le niveau de maturité sur le numérique aura changé, etc. Et donc, se dire, on réduit les cycles de conception, on réduit du coup la durée de vie de la formation, et on est beaucoup plus time to market, beaucoup plus rapide. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le monde aussi de l'entrepreneuriat et des startups. Il y a un grand entrepreneur américain, Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, un incubateur, qui disait qu'à la fin des années 90, il avait créé une société pour vendre des tableaux en ligne et que ça avait été ça avait craché parce que les débits Internet étaient largement insuffisants. L'idée était excellente. Aujourd'hui, ce marché-là se développe énormément, mais il n'était pas time to market, il avait 10 ans d'avance. Et donc, ce sujet du time to market dans la formation, c'est vraiment un point clé dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Un autre point qui est important, quand on discute avec des entreprises, c'est qu'on voit que les coûts de conception et les coûts d'achat de formation sont quand même assez conséquents. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans.
Déjà, quand on parle de digital learning, il y a un ticket d'entrée pour produire du contenu. Hein. Vous produisez du contenu sur un nouveau produit, un nouveau sujet, voilà, une nouvelle compétence. Il y a un travail d'ingénierie pédagogique, de production. Le ticket d'entrée pour produire un module de qualité en digital learning, il n'est pas négligeable. Et donc, il n'y a rien de plus dommage que d'avoir investi 20, 50, 100, 150 000 euros dans un programme et que ce programme, ce contenu de qualité, reste sur votre LMS et que 5 ou 10% de vos salariés le consomment, faute de notoriété ou faute d'adaptation. Donc, le coût de la conception, il est important. Et comme en plus, on sait que ces contenus vont être obsolètes rapidement, c'est quand même un petit peu dommage. Pareil sur l'achat, les business models d'éditeurs sont des business models de licence. Et donc, on ne sait jamais forcément à l'avance combien de licences on va pouvoir réellement consommer dans l'entreprise. Et donc, il n'y a rien de plus dommage que d'acheter 800 ou 500 ou 300 licences d'un éditeur de contenu de formation et puis finalement de s'apercevoir que les gens ne l'ont pas consommé. Donc, les entreprises vont commencer à être un petit peu challengées là-dessus. On discute en ce moment avec beaucoup d'entreprises qui sont dans une période de grand nettoyage de leurs offres de formation et de LMS pour vraiment bien concentrer, bien segmenter et aller sur ce qui crée vraiment de la valeur et de l'usage plutôt que d'avoir une offre qui est pléthorique et qui finalement va vouloir concurrencer Google, là où on ne peut pas concurrencer Google. Et si quelqu'un veut chercher sur un sujet précis, il va aller dans Google et le LMS ne concurrencera jamais Google. Alors on a posé un peu le constat. Donc le constat, c'est de dire qu'il y a un vrai enjeu d'engagement et de marketing de la formation, que les chiffres le montrent. Il y a aussi une tendance qui est que le marketing direct, le marketing push fonctionne moins bien et que les gens attendent des choses beaucoup plus émotionnelles, très différentes. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller développer cette culture formation tout au long de la vie, qui est orientée compétences, qui est orientée employabilité, et d'aider les individus à être plus acteurs de leur formation et à se projeter. Alors, un petit aparté sur un point qui nous semble important. La réforme de la formation essaie de responsabiliser beaucoup les individus, on va en parler un petit peu. Aujourd'hui, l'enjeu clé, c'est l'enjeu de l'employabilité, ou du reskilling, ou de l'upskilling, selon les définitions qu'on lui donne. Donc, reskilling, c'est un peu l'idée de rattraper, et upskilling, c'est un petit peu l'idée de faire progresser, donc c'est un peu plus positif. Nous, il y a une lecture qu'on aime beaucoup chez Learn Assembly et qu'on partage beaucoup, et qu'on utilise d'ailleurs avec notre équipe, qui est The Alliance, l'Alliance, qui est le livre écrit par le cofondateur de LinkedIn, et qui dit que autrefois, l'entreprise promettait l'emploi à vie et demandait une forme de loyauté totale à son collaborateur. Et aujourd'hui, on est dans un monde plus instable. Personne ne peut dire si les entreprises actuelles existeront toutes dans 10 ou 20 ans. Et donc, mieux vaut être dans une alliance entre l'entreprise et le collaborateur, où l'entreprise offre un environnement capacitant, un environnement pour développer des compétences, un environnement pour se grandir et évoluer, développer son employabilité, en échange de quoi le collaborateur, lui, s'engage à réaliser ses missions et à apporter et à créer de la valeur. Et donc, on est du coup dans un rapport un peu différent, où l'entreprise vient proposer un ensemble de solutions d'apprentissage, de solutions apprenantes pour aider un collaborateur à être toujours employable, à toujours évoluer, et si jamais le marché ou change ou la vie change, à pouvoir retrouver un boulot très rapidement. Ça, c'est un point qui nous semble important pour expliquer l'enjeu aujourd'hui. Alors du coup, le vrai sujet finalement du marketing de la formation, c'est pas simplement de faire des jolies fiches produits ou de réécrire le catalogue, mais c'est de développer l'environnement apprenant, de développer ce qu'on appelle l'agilité d'apprentissage, la learning agility. Donc la learning agility, c'est un terme qui a été théorisé par différents cabinets comme Korn Ferry ou comme le Center for Creative Leadership de Columbia. Et c'est la capacité, donc c'est à la fois un état d'esprit et des pratiques, et c'est la capacité à rester ouvert à de nouvelles manières de penser, à apprendre en continu, donc à apprendre tout au long de la vie, de nouvelles compétences et de nouvelles postures. Et donc, c'est vraiment ce mindset, cet état d'esprit de curiosité, d'ouverture, de formation, d'auto-formation un petit peu tous les jours et de pratique de formation informelle. C'est vraiment la capacité à apprendre de ses expériences, à apprendre en faisant et être dans cette posture de développement de compétences. Pour résumer, c'est un peu ce que le modèle 70-20-10 avait l'habitude de présenter. C'est en tout cas comme ça qu'on peut le revoir. Et du coup, aujourd'hui, pour une entreprise, l'enjeu n'est pas simplement d'aller produire du contenu et le mettre à disposition, mais d'aller créer cet environnement capacitant, d'aller créer les conditions favorables à cette agilité d'apprentissage pour que les salariés sachent trouver les bons contenus, les bonnes formations et aussi se former de manière informelle. Donc aujourd'hui, l'agilité d'apprentissage, nous, chez Learn Assembly, on l'a redéfini sur 3 blocs. Il y a évidemment tout ce qui est lié aux processus et aux outils, donc les LMS, l'inscription de la formation, les processus dont parlait Nicolas tout à l'heure sur la gestion de la formation, on va en reparler.
il y a les opportunités d'apprentissage. Qu'est-ce qui fait que dans mon boulot, au quotidien, j'ai l'occasion d'apprendre en situation de travail, d'échanger, voilà, de me former au travail. Et puis, il y a la vision de l'apprentissage, c'est qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'individu, en tant que collaborateur, je sais dire à peu près aujourd'hui quelles sont mes compétences transférables. Je sais aussi me projeter dans mon évolution. Et ça, c'est aujourd'hui un des points faibles, c'est que très souvent, les gens attendent ça, les gens se posent des questions sur leur avenir, sur leur orientation, sur quelles compétences ils devraient développer. Ils attendent une forme de coaching carrière ou de coaching compétences et ils se tournent vers la formation pour ça. Et la formation n'a pas forcément les réponses à leur donner. Et donc, un vrai enjeu, c'est d'aller faire mûrir les individus sur leur capacité à définir leurs propres objectifs pédagogiques et leurs propres objectifs de compétences pour aller s'orienter vers les bonnes formations et les bons contenus et à être plus acteurs. Et donc, c'est d'une certaine manière les aider à devenir leur propre coach de compétences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours là évidemment pour y répondre. Donc, on a fait une petite ouverture sur finalement le repositionnement de la formation dans les entreprises autour de créer cet environnement, créer ce mindset positif autour de la formation et repenser les processus pour faciliter l'accès. Du coup, je vais passer la parole à Nicolas. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Juste un petit point avant de rentrer dans le détail du sujet. En effet, il y a également quelque chose qui est en lien avec la réforme de la formation que je pense vous connaissez bien, dans lequel en effet il y a un enjeu de changer de posture de gestionnaire formation à stratège compétences. Et en effet, quand on prend un peu de hauteur sur la réforme telle qu'elle est proposée, les deux grands enjeux que nous on isole, c'est première chose, plus de liberté dans la mise en œuvre des formations. Donc l'action de formation telle qu'elle existait avant la réforme a été changée et aujourd'hui il y a beaucoup plus de flexibilité qui sont proposées aux équipes formation avec de la formation de la FEST, de la formation en peer-to-peer. Voilà, donc on est beaucoup moins dans un cadre, on a moins ce carcan de l'action de formation telle qu'il existait. Et le deuxième grand enjeu, c'est l'individualisation de la formation, avec évidemment le CPF qui est au cœur de ça, mais donc c'est la remise au centre du process formation, du collaborateur et du manager. Ça veut dire quoi? Ces deux grands enjeux pour les équipes formation, ça veut dire se donner les moyens de pouvoir y répondre, puisque c'est une attente des collaborateurs, c'est ce que nous dit la réforme, et c'est également le sens de l'histoire. Pour les équipes formation, il faut donner les moyens de pouvoir développer des nouveaux canaux. Comment est-ce qu'en effet je développe la formation en peer-to-peer? Comment est-ce que je développe la FES? Comment est-ce que je digitalise une partie de mon contenu de formation? Comment est-ce que je passe d'une culture formation où je fais 70% de présentiel à moins de présentiel, tout en garantissant des taux d'engagement des collaborateurs qui soient satisfaisants? Pour pouvoir adresser ces sujets-là, il faut d'une part que les équipes formation soient formées et les bonnes compétences, et on pourra y revenir en fin de la présentation. Et puis, il faut d'autre part, évidemment, se dégager du temps, donc faire évoluer son travail et son quotidien. Nous, on rencontre quotidiennement énormément d'équipes formation qui n'ont tout simplement pas la bande passante suffisante pour adresser ces sujets-là, qui sont submergés par l'administratif. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une tradition de formation en France qui est « je fais beaucoup de gestion administrative ». Et donc ça se fait systématiquement aux dépens de réflexions un peu plus haut niveau sur de l'ingénierie pédagogique, sur la remise au centre du process du collaborateur. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites par les équipes formation pour le compte des collaborateurs, mais vraiment c'est aussi administratif. Donc il faut se donner les moyens de supprimer cette gestion administrative et de se retrouver beaucoup plus en pilotage d'activités de formation pour se dégager la bande passante nécessaire à l'évolution du rôle. Sur l'individualisation de la formation, donc ça c'est quelque chose qui est super important. Notre conviction, c'est que les équipes formation doivent changer de posture et être beaucoup plus dans l'accompagnement. Il y a une proximité avec les collaborateurs et les managers beaucoup plus forte qui est requise par rapport à ce qui existait avant. Pour caricaturer, nous, ou encore côté non des entreprises dans lesquelles la formation, c'est quelque chose dont on parle une fois par an pendant l'entretien annuel. On fait remonter des besoins qui sont plus ou moins qualifiés. Et puis ça initie un cycle qui est extrêmement administratif, avec un accompagnement qui est une proximité, une fine assez faible entre les équipes formation et les collaborateurs. Quand on écoute les collaborateurs, je reviens sur les propos liminaires sur l'étude qu'on a menée, ils sont en attente de beaucoup plus d'accompagnement. Quand on redit remettre le collaborateur au centre du process, pour que ce soit concret, il faut l'accompagner. C'est pas quelque chose qui se déclare, qui se décrète. Et il faut aussi avoir en tête que ce mouvement-là d'individualisation, de remise au centre du collaborateur, ça doit se faire en bonne cohérence, évidemment, avec la stratégie de l'entreprise. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que
je rends le collaborateur beaucoup plus acteur, beaucoup plus prescripteur de son parcours de formation, tout en m'assurant que je reste en bonne cohérence avec les grandes orientations stratégiques et de formation qu'on a décidées. Donc voilà. Donc la réforme s'est traduite par ce changement de posture pour les équipes formation. La question est posée de est-ce qu'il existe un rapport de l'étude que vous avez menée. Bien sûr, il existe et eh bien on l'enverra si vous le souhaitez à envoyer des ressources complémentaires dans un mail de suivi. Exactement, dans un mail de suivi, on enverra ces ressources complémentaires. Alors, on va revenir, on va rebondir sur ce que disait Nicolas. On va continuer à creuser ce sujet du marketing de la formation et à creuser vraiment les messages clés qu'on va vous faire passer, de rapprocher la formation du collaborateur, d'être beaucoup plus proche des collaborateurs et aussi d'être beaucoup plus proche de la gestion des compétences et donc des RH. Donc, on va beaucoup parler d'expérience collaborateur et de processus de formation. La question est posée de est-ce qu'on pourrait avoir un replay du webinaire? La réponse est oui. La réponse est oui. On n'a pas oublié d'appuyer sur REC, donc c'est bon. Le webinaire est enregistré et donc on le mettra en ligne sur le blog avec un petit compte rendu pour que vous puissiez regarder la fin. À bientôt. Bonne journée. Alors, sur la question du collaborateur. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment remettre le collaborateur au centre de la formation, comment le rendre plus acteur, qui est impliqué, quels sont les ambassadeurs, qui sont les prescripteurs. Donc, vraiment une vraie stratégie de marketing. Alors, déjà, on vous propose un premier outil, une première manière de réfléchir. C'est de plus forcément raisonner de manière statique ou silotée, c'est-à-dire de pas se dire j'ai des besoins, j'ai mon catalogue, mais de penser en termes de parcours. Parce qu'un parcours, du coup, ça permet d'avoir une vue dans le temps, une vue temporelle, et surtout, ça permet d'avoir aussi une vue émotionnelle, une vue qui va intégrer des éléments plus personnels du collaborateur. Donc, on a mis un exemple. Hein. Aujourd'hui, je suis, mettons, un collaborateur, je suis dans une entreprise, ça fait 4 ans que je suis en poste, je m'interroge sur la suite. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Vers quel métier je pourrais aller? Là, typiquement, c'est un moment où je suis en recherche d'informations. C'est un moment où je me pose des questions sur les compétences, sur les jobs. Je vais commencer à regarder. Je vais consulter le LMS. Je vais regarder les offres d'emploi. Je vais m'informer. Ensuite, bonne nouvelle, j'ai obtenu ma mobilité interne. Je prends mon poste. Je suis très content, je suis très heureux. Et là, je prends mon poste et je me sens un peu seul parce que je suis pas forcément accompagné. Donc, c'est le deuxième petit smiley un peu plus négatif. Où là, on a le moment du stress de la prise de poste, on n'a pas forcément les bonnes formations, on n'a pas les bonnes compétences. On a vécu parfois chez certains clients des cas où les formations métiers dans le cadre de prise de poste sont bookées, et donc il n'y a pas de session avant 6 mois, 8 mois. Donc on trouve des stratagèmes, on trouve des solutions, on mobilise son réseau, on apprend autrement. Donc voilà, ce qui est intéressant du coup, c'est d'aller cartographier l'expérience collaborateur, le cycle de vie d'un poste et d'un collaborateur dans ce poste, et en fonction des problématiques associées à chaque étape, d'aller lui proposer la bonne segmentation de la formation, le bon contenu de formation. Quelqu'un qui vient de prendre son poste, quelqu'un qui est en interrogation sur la suite, quelqu'un qui est peut-être un peu désengagé et qui va partir, tous ces gens-là n'ont pas les mêmes besoins en termes d'accès à la formation et ne cherchent pas les mêmes choses. Donc, il faut essayer de comprendre ces moments-là et de les capter, de proposer ça. Et ça veut dire se rapprocher du terrain et se rapprocher des collaborateurs pour bien les comprendre. Aujourd'hui, encore trop souvent, la formation est perçue comme lointaine, pas assez incarnée physiquement, et donc c'est un vrai sujet de se rapprocher des gens. Donc, pensez à cette question de l'expérience, du parcours, du user journey, entre guillemets, en anglais, c'est quelque chose qui crée beaucoup de valeur et qui sera très apprécié par les équipes parce qu'elles se sentent valorisées. Un autre point très important, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à l'authenticité et au storytelling. Aujourd'hui, on vit dans un univers où on a basculé du monde du marketing direct, push, à un monde du marketing par le contenu. On le voit avec les youtubeurs, on le voit avec toutes les grandes campagnes de communication qui sont lancées aujourd'hui par les marques. On est vraiment dans l'ère du brand content. Avec les webinaires. Avec les webinaires, voilà. C'est un peu une mise en abîme. Hein. On est là aussi pour partager des choses, vous intéresser. Et donc, in fine, on espère que ça aura des rebonds positifs sur nos deux sociétés. Mais plutôt que de marteler toutes les fonctionnalités de SkillUp et tous les produits de Learn Assembly pendant 1 heure, on parle de certaines choses et on vous intéresse. En tout cas, on l'espère. Donc, c'est ça le brand content. Donc, c'est cette idée de dire, je vais d'abord avoir un message, le partager, et puis ensuite, les gens que ça intéressera prendront contact avec moi pour creuser. Donc, cette tendance-là, on le voit partout dans le monde de la communication. Les entreprises créent des médias, créent des blogs, font appel à des youtubeurs. Quand on voit des grandes marques de luxe, faire appel à des grands réalisateurs pour tourner des publicités qui sont même plus des publicités. En réalité, c'est des petits courts-métrages
très léché, qu'on pourrait quasiment regarder comme un court-métrage et non pas comme une pub, ça change tout. Et donc, ce repositionnement de la communication et du marketing, on le voit dans tous les domaines et ça s'applique aussi à la formation. Donc, concrètement, comment ça se décline? Aujourd'hui, en formation, on va beaucoup chercher l'authenticité. Donc, dans l'écriture des contenus, dans l'écriture des fiches produits, dans les titres, dans les articles, dans les communications qui sont faites autour d'un nouveau programme de formation, sortir d'une écriture parfois un peu froide, un peu statique, pour la rendre plus émotionnelle, plus personnelle, faire des clins d'œil, vraiment être dans cette logique de écrire pour le web. Aujourd'hui, quand vous lisez des articles sur le web, c'est une écriture qui est très particulière, qui est engageante et qui est beaucoup moins statique et froide entre guillemets que une écriture un peu descriptive. Donc jouer à fond sur cette dimension d'authenticité dans les contenus de communication et dans les contenus de formation. Un autre point, c'est évidemment le storytelling, donc de se mettre dans la peau des personnes qu'on va former, de leur raconter leur histoire, de montrer qu'on s'est intégré à leur histoire, et aussi de pouvoir dire, quand je propose un dispositif, de le segmenter en fonction des populations et de faire en sorte que les populations qui arrivent sur une plateforme puissent avoir déjà un parcours qui est déjà recommandé ou séquencé, où on leur parle à eux directement, de manière à ce qu'ils puissent s'identifier. Donc ça, c'est très important, c'est jouer sur cette dimension affinitaire de la formation, dans les catalogues, dans les contenus, dans les offres de formation, et dans la communication, évidemment. Et si vous avez des questions, on pourra redétailler un petit peu ça. Un autre point qui est très important sur le marketing de la formation, et ça revient, je rebondis sur ce que disait Nicolas sur le besoin de personnalisation, d'individualisation, et voilà, le fait d'avoir finalement des feedbacks et des retours sur ce qu'on demande, c'est l'approche par compétence. Alors, la réforme de la formation va pousser vers ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais aujourd'hui, le vrai sujet du marketing de la formation, c'est que quand un collaborateur se dit OK, je sens que j'aimerais me former en marketing ou en gestion de projet, déjà, est-ce que c'est la bonne compétence pour lui? C'est pas toujours le cas. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais quels sont les prérequis? Quel niveau? Est-ce que je vais me former en marketing digital? Est-ce que je me forme en marketing, etc. Et en fait, on peut passer des heures à aller consulter, regarder, est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que je suis légitime, etc. Donc, avoir une approche par compétence, une approche par action, ça va aider les gens à bien s'approprier le contenu de la formation, à les aider à prendre la bonne décision et donc à rendre les contenus plus marketés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile, très puissant et qui va aider les gens à se projeter dans leur parcours professionnel. Un autre point qui est extrêmement important, dont on va parler maintenant et dont on va continuer à parler, c'est l'accompagnement du déploiement. Aujourd'hui, on est encore beaucoup dans une approche où un besoin est identifié, on référence un organisme de formation ou on lance un appel d'offres pour produire un module, on le met à disposition et ensuite, en général, ça s'arrête un petit peu. Et de plus en plus, on va attendre de l'entreprise et de l'équipe formation qu'elle fasse aussi le marketing et la communication interne. Alors, ça pose une question sur le lien entre les équipes de formation et les équipes de communication interne. Il commence à y avoir une certaine rivalité entre les deux. Nous, on a observé parfois chez certains de nos clients des tensions entre la formation et la communication interne, parce que la formation veut pousser et la communication interne a son précaré et a envie de le protéger. C'est aussi un vrai sujet parce que de plus en plus, on demande aux équipes de formation de faire de l'acculturation ou de l'information ou de la sensibilisation sur des sujets. Et du coup, on touche aussi à la communication interne quand on diffuse des petites pastilles, des petites vidéos sur un sujet pour faire germer, pour faire réfléchir. On n'est pas vraiment dans de la formation au sens développement d'une compétence, mais ça rentre dans le périmètre et du coup, c'est important. Donc du coup, l'accompagnement au déploiement, il est extrêmement important. Un, pour justifier l'argent qui est investi en termes de conception et donc augmenter le ROI, avoir plus d'engagement, faire connaître l'offre qui existe et aussi pouvoir concrètement avancer. Alors nous, on recommande deux niveaux. Un premier niveau, c'est sur tout ce qui est lié au dispositif intra-entreprise. Tout ce qui est intra-entreprise va a priori concerner plus de monde, va avoir de l'impact. On touche à des sujets de conduite du changement ou des sujets nouveaux. Donc là, il faut vraiment mettre l'artillerie lourde et vraiment accompagner le déploiement en allant identifier qui sont les sponsors, qui sont les prescripteurs, qui sont les influenceurs internes, qui sont aussi les gens qui sont hostiles à ce programme. Et donc, c'est vraiment un travail important à faire en amont de se poser sur la stratégie. Et à l'inverse, sur la partie offre de formation accessible à l'individu via son CPF ou via de l'auto-formation, là, ce qui peut être utile, c'est de segmenter l'offre de manière à aider l'individu à trouver facilement ce dont il a besoin. Et donc, faire des filtres, faire des entrées par parcours, par famille de métiers, en utilisant, soit en refondant le LMS, soit en utilisant des surcouches LMS.
Donc pour se concentrer sur ce sujet du déploiement, on va se poser la question des concurrents et des produits de substitution. Dans le marketing, c'est évidemment important. Aujourd'hui, il faut se dire que la formation, elle est en concurrence systématique avec autre chose. Elle est en concurrence avec le business, évidemment. Elle est en concurrence avec le discours managérial dans certains cas. Elle est en concurrence avec Google. Elle est en concurrence avec le fait que d'autres organismes de formation ou d'autres sociétés existent dehors, mais qui ne sont pas référencés chez nous. Et les gens sont de plus en plus dans cette culture du benchmark. Donc, identifier qui sont vos vrais concurrents et comment vous vous différenciez de ces gens-là. Et le deuxième point, c'est les produits de substitution. C'est-à-dire, que font les gens quand ils ne se forment pas? Quand ils ne se forment pas, bah, est-ce que ils se forment, mais en fait, vous ne le savez pas? Est-ce qu'ils travaillent plus? Est-ce qu'ils en profitent pour faire autre chose? Donc, essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont détournés de la formation et quels sont les produits de substitution. C'est quelque chose qui est important. Alors, on a parlé un petit peu de la partie déploiement, marketing. On va continuer. On va parler maintenant plus des processus, des process. Avec quelques questions très concrètes qu'on a envie de poser et qui, je pense, vont faire écho pour certains d'entre vous avec des choses que vous vivez dans votre fonction. La première question qui peut se poser, que nous on voit chez beaucoup de prospects de clients, c'est est-ce qu'il faut nécessairement attendre 1 an pour suivre une formation à partir du moment où un besoin a été détecté et validé? Aujourd'hui, un petit chiffre étonnant, c'est que 80% des entreprises effectuent leur recueil des besoins pendant les entretiens annuels. Donc les entretiens annuels, c'est un temps qui est encore assez fortement sacralisé dans les sociétés pour parler de formation. Mais la formation, d'ailleurs, c'est souvent la dernière question qu'on pose dans le cadre des entretiens annuels, et donc c'est un peu le parent pauvre des entretiens annuels. Donc c'est souvent traité de façon assez rapide. Ceci étant dit, c'est le moment où on exprime des besoins. Entre le moment où ce besoin est exprimé et qu'il est validé par le manager, arbitré par les RH, passé devant les IRP, le déploiement, il est souvent entre 6 mois et 1 an. Donc se pose la question de l'adéquation entre dans ce timing-là, au moment où je fais la formation, est-ce que le besoin il est encore d'actualité dans un contexte que rappelait Antoine tout à l'heure, où en effet l'obsolescence des connaissances s'accélère, et si j'ai besoin de faire du digital marketing maintenant, c'est pas dans 1 an. Donc ça, c'est une situation qu'on voit très souvent. Nous, on pousse beaucoup et on milite beaucoup. Et pour passer en effet d'un plan de formation ou d'un plan de développement des compétences qui est historiquement par campagne dans la majorité des sociétés à un plan de déploiement des compétences qui est beaucoup plus au fil de l'eau, on continue. Alors, en effet, ça a des vertus qui sont celles de rapprocher la formation de l'expression du besoin. Ça a aussi des contraintes et ça implique une maturité assez forte des équipes formation, notamment dans le flux budgétaire, puisque c'est beaucoup plus compliqué de suivre son budget quand les besoins arrivent un peu au compte-gouttes. Ça pose la question de la façon dont on organise des formations collectives si j'ai pas un temps sacralisé d'expression de besoins. Alors après, sans être dogmatique, de façon très concrète, il est tout à fait possible de combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir un temps dans l'année dans lequel, en effet, on fait un recensement auprès des collaborateurs et des managers et qu'on croise avec la stratégie d'entreprise pour faire émerger les besoins de formation qui vont être collectifs et les parcours qu'on va déployer par population et de coupler ce temps-là avec, en effet, une porte beaucoup plus ouverte à du fil de l'eau pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques ou collectifs qui peuvent émerger dans l'année par rapport à des projets, des situations concrètes. Voilà. Donc, nous, culturellement, on est très attachés à essayer de faire évoluer nos prospects et nos clients vers une part de formation continue beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, et on aide nos clients à gagner dans maturité sur ce sujet-là. Et de fait, les retours d'expérience qu'on a sont extrêmement positifs. La deuxième question qu'on se pose, c'est sur celui de l'outillage des process. On a dit en effet tout à l'heure que pour adresser tous les enjeux dont on est en train de parler, il faut que les équipes formation changent de posture. Et pour changer de posture, il faut en effet qu'elles aient les moyens de changer de posture et donc qu'elles repensent un tout petit peu le process et le cycle de la formation. Aujourd'hui, 80% des entreprises recueillent, n'ont pas d'outils spécifiques pour la gestion et la conduite de leur plan de formation. Donc, on a un recueil des besoins qui est complètement artisanal, qui se fait dans le meilleur des cas sous Excel et encore assez souvent par fiche papier ou par mailing direct. Donc sans process et sans outils dédiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dans beaucoup de sociétés, et vous allez peut-être pour certains d'entre vous reconnaître des choses qui vous sont familières, un cycle de la formation qui est extrêmement inefficient, extrêmement chronophage, extrêmement frustrant. Le cycle de la formation, quelle que soit la façon dont on le modernise et qu'on passe sur du fil de l'eau,
il y a nécessairement quand même quelques phases, quelques grands temps forts. Il y a un temps fort dans lequel on recense, on recueille des besoins, que ça vienne du collaborateur, que ça vienne du manager, que ça vienne de direction fonctionnelle, il y a nécessairement un recueil des besoins qui se fait. Lorsque ce recueil des besoins il est fait de façon archaïque, on a des besoins qui remontent, qui sont imprécis et mal qualifiés. Le nombre de sociétés prospects ou clientes qu'on voit dans lesquelles, en effet, les besoins remontent par Excel à l'issue de l'entretien annuel, dans lequel les besoins remontés, c'est je dois me former à la compta. Bon, je dois me former à la compta, ça veut rien dire. Et donc, ça veut dire qu'on a derrière nécessairement une phase de requalification qui est extrêmement chronophage et qui est frustrante. Deuxième chose, c'est les validations managers. Lorsqu'on a notamment une remontée de besoins individuels, lorsque le process n'est pas pensé, que le manager est mal accompagné, que la communication n'a pas été faite au bon niveau sur le process formation, on a des phases de validation qui peuvent être extrêmement longues, des managers qui, parfois par simplicité, acceptent ou refusent des formations en fonction de contexte, en dehors de tout contexte de développement de compétences, sur des logiques qui sont pas liées à ça. Donc voilà, on a cette phase qui parfois est extrêmement lourde. Bon, une fois qu'on a passé ces deux phases, il faut créer, arbitrer un plan. Donc ça se fait très souvent sous Excel. Donc c'est un travail qui peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Et puis ensuite vient la phase où on commence à déployer ce plan. Donc dans le meilleur des cas, au bout de 6 mois après le recueil, dans certains cas jusqu'à 1 an. Et là, on voit beaucoup de responsables ou de gestionnaires de formation se transformer en gestionnaires d'agenda. Donc faire de la logistique d'agenda pour le compte des collaborateurs. Bon, nous, la conviction qu'on a sur ce sujet-là, c'est que laissons les collaborateurs faire ce qu'ils sont mieux placés pour faire et typiquement gérer leur agenda. Mais donc ça implique d'être outillé pour ça. Donc on a certaines sociétés qui ont commencé à utiliser des outils modernes du web, type des doodles, des choses comme ça, pour commencer à faire un peu d'optimisation d'agenda et rendre la main aux collaborateurs sur ce sujet-là. Mais nous, on voit encore trop souvent des équipes formation qui font plusieurs semaines par an de la logistique d'agenda pour le compte des collaborateurs. Et puis vient l'étape ultime du process qui est celle de l'inscription. Donc là, il y a vraiment à boire et à manger, que ce soit de l'inscription auprès de sites externes pour des organismes externes où ils ont parfois un niveau de digitalisation qui est assez faible et donc des process d'inscription qui sont assez pénibles et très archaïques, ou également pour des formations qu'on veut déployer en interne ou sur des LMS, on a des process d'inscription qui sont très lourds. Donc tout ce cycle-là, il est globalement inefficient, très morcelé et extrêmement lourd. Voilà. Nous, la petite stat qu'on a, c'est que déployer une formation pour un collaborateur ou un groupe de collaborateurs, ça peut prendre jusqu'à 4 heures par formation. Donc, quand on doit en déployer 1000, je vous laisse sur le calcul, mais c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Donc, la question que nous, on vous invite à se poser, c'est comment est-ce que les nouveaux outils du web, les nouvelles solutions peuvent vous aider à gagner en agilité dans tout ce cycle-là. Certaines sont évidemment déjà franchi le pas et ont un niveau de maturité qui est important. Mais voilà, on vous invite vraiment à repenser ce cycle-là et à trouver des optimisations et des gains d'efficience un peu partout. La deuxième question qu'on veut adresser, on a beaucoup parlé de catalogue de formation jusqu'à maintenant. Il y a quand même une question qui se pose dans le marché, c'est pour ou contre le catalogue de formation. Le catalogue bashing. Alors il y a toute une tendance qui a perduré, ce qu'on appelle le catalogue bashing. Et nous, qu'on a très souvent d'ailleurs quand on parle à des prospects ou à des clients. Juste quelques stats à nouveau là-dessus, que vous ayez en tête quelques grands chiffres et que vous puissiez comparer par rapport à la profession. 60% des entreprises aujourd'hui proposent des catalogues de formation à leurs collaborateurs. Donc c'est une pratique qui est répandue. Deuxième question qu'on leur pose sur la satisfaction par rapport à ces catalogues, 85% des entreprises estiment que ce catalogue qui est diffusé doit être amélioré. Les raisons, c'est quoi? Ils ne sont pas consultés, ils sont diffusés au mauvais moment. Ils manquent, ils sont pas marketés, donc ils sont indigestes, ils sont obsolètes très rapidement, alors que c'est un travail de construction de catalogue qui est lourd. Donc la question du catalogue, elle est un peu dans la toute tête des équipes formation, avec cette tendance à cette forme de catalogue bashing. Pourquoi est-ce qu'il y a ce catalogue bashing? Parce qu'en effet, il y a une image autour de ce catalogue qui est extrêmement négative. On connaissait avant le catalogue de formation envoyé par les organismes, qui étaient rangés soigneusement dans les placards des équipes formation et que les collaborateurs pouvaient nous consulter. Bon, ça c'est en effet quelque chose, une pratique qui est dépassée. D'ailleurs, de plus en plus d'organismes externes ou internes ont arrêté de diffuser ces catalogues papier, certains pour des raisons écologiques qui sont tout à fait louables. Le catalogue ensuite, c'est souvent un PDF ou un PowerPoint à rallonge qui est posé quelque part sur un intranet. Et donc ça, en effet, c'est quelque chose qui est souvent assez indigeste et nécessite en effet un marketing visuel
beaucoup plus important que ce qui existe aujourd'hui. C'est un point super important. Les codes du B2B aujourd'hui. Les collaborateurs sont très mal habitués en B2B. La plupart des outils B2B, des logiciels B2B qui existent sur le marché n'ont pas été pensés avec une expérience, ne sont pas collaborateurs centriques, c'est-à-dire n'ont pas été pensés pour tenir compte du collaborateur, mais plutôt dans des logiques de gestion de données. Donc c'est des gros outils de gestion de données et pas d'expérience collaborateur. Or, les collaborateurs, lorsqu'ils sortent du travail, c'est des citoyens qui vont sur Internet, qui vont sur Amazon, qui vont sur Stack.com, et donc ont une expérience et qui sont beaucoup mieux habitués en B2C qu'ils ne le sont en B2B. Or, aujourd'hui, il commence à avoir une exigence de rapprocher les codes du B2B de celles du B2C. Donc, tout le travail que font la plupart des startups pour contextualiser par rapport au fait du webinaire, c'est justement de traduire en B2B une expérience B2C que les collaborateurs ont dans la vraie vie. Dernier sujet par rapport à ce catalogue bashing, on entend très souvent et qu'on peut comprendre, c'est celui du supermarché de la formation. Oui, mais si je diffuse une offre de formation, les collaborateurs vont aller s'inscrire à des formations en dehors de tout contexte de développement de compétences, ils vont aller faire du pick and choose dans une offre de formation, et tout ça va manquer un peu de réflexion. Évidemment, quand on le formule comme ça, la réponse est oui, il ne faut pas qu'un catalogue de formation soit un supermarché de la formation. Je fais le lien avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, c'est un sujet de personnalisation des contenus qui sont accessibles. Amazon aujourd'hui, lorsqu'on va, la plupart des sites qui ont un retour d'expérience sur leurs utilisateurs sont capables de personnaliser l'offre lorsqu'on arrive sur des pages d'accueil, donc il y a une sorte de personnalisation. Ensuite, il y a beaucoup d'histoires de règles d'usage et d'arbitrage qu'on fixe. Donc c'est un sujet de communication, de communiquer qu'on ait fait un catalogue. C'est pas un supermarché, mais c'est une ressource qui est mise à disposition des collaborateurs et des managers pour pouvoir se projeter par rapport à un besoin de développement de compétences qui a été identifié. Voilà. Donc il faut vraiment mettre de l'intelligence dans le déploiement d'un catalogue de formation. Donc nous, tout le travail qu'on fait au quotidien et que fait également Antoine chez l'Assembly et nous chez SkillUp, c'est comment est-ce qu'au maximum on transpose les codes du B2C dans un contexte d'entreprise avec des interfaces qui soient ergonomiques, pensées pour les collaborateurs, avec une offre de formation qui soit personnalisée, qui soit simplement accessible, avec des workflows de validation et de communication qui soient extrêmement lean, extrêmement simples, avec un collaborateur qui ait les moyens de se retrouver au centre d'un process et des équipes RH formation qui aient les moyens de se placer en pilote de process, en accompagnateur d'un process. Tout ça implique de mettre en place des outils, évidemment d'abord une réflexion sur ce sujet-là et puis ensuite des outils qui soient agiles et qui permettent de le mettre en place simplement. Les outils de gestion de formation, les LMS, ont encore beaucoup cette connotation SIRH. Un SIRH, dans la tête de pas mal de gens, d'ailleurs également, c'est un outil de gestion de données qui a d'abord été pensé pour les équipes IT avant d'être pensé pour gérer de la donnée et sortir des reporting, avant d'être pensé comme un outil d'expérience collaborateur. Donc nous, on vous invite à repenser vos outils en mettant beaucoup plus les collaborateurs au centre de ce process-là, et c'est typiquement ce que nous on fait chez SkillUp. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre. On va bientôt rentrer dans la phase question. Du coup, un dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est que ce marketing de la formation devient de plus en plus central dans les métiers de la formation, et donc c'est un sujet de compétences pour les équipes L&D et formation, et c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. On a, lors d'un Assembly, fait tous les 2 ans un baromètre du métier de Digital Learning Manager. C'est un baromètre que vous pouvez retrouver sur notre site et qu'on pourra vous envoyer, où on interroge plusieurs centaines de Digital Learning Managers sur leurs compétences, leurs tâches, leur périmètre. Et on voit que la communication interne arrive dans 70% des cas. Les personnes interrogées mettent la communication interne comme indiquent que c'est une tâche qu'ils réalisent au quotidien. Donc on voyait sur le slide qui apparaît que c'est un métier très polyvalent puisqu'il y a de la gestion de projet, de la conception, de la gestion de plateforme, du marketing, etc. Mais on voit bien que la communication interne et le marketing de la formation devient de plus en plus important. Et on va attendre des équipes formation qu'elles sachent bien présenter les programmes, qu'elles sachent bien mobiliser les bonnes personnes au bon moment pour créer de l'engagement, et voire même qu'elles apprennent à créer du contenu graphique ou à mettre un peu la main à la pâte. Et on va vous donner quelques idées là-dessus. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que, en tout cas, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qu'on vit nous au quotidien aussi dans nos entreprises, c'est que ce qu'apporte le numérique, c'est la démocratisation de certaines techniques qui étaient autrefois réservées à des spécialistes. Avant, pour faire un site web, il fallait coder, il fallait apprendre à coder. Aujourd'hui, on peut créer un site web avec des outils où on a déjà des blocs pré-mâchés et on peut faire des copier-coller, remplir les contenus, changer des photos sans savoir coder. Et c'est un peu la même chose avec le graphisme ou avec la création de visuels. On peut faire des choses simples,
sans forcément avoir besoin de maîtriser un logiciel comme Photoshop ou toute la suite Adobe. Et donc, on va pouvoir utiliser des outils du web qui sont accessibles en ligne à des prix quasiment gratuits ou freemium pour aller créer concrètement soi-même ces petits contenus pour aller retravailler un peu son marketing. Par exemple, faire une bannière ou faire un visuel avec un outil comme Canva, K-C-A-N-V-A. C'est un outil en ligne qui vous permet très facilement d'aller créer des visuels, d'aller créer des contenus, des bandeaux pour aller faire de la communication autour d'un programme. Vous avez des outils pour créer des petites vidéos en ligne. Vous avez des outils pour créer vous-même vos newsletters. Aujourd'hui, par exemple, la convocation à une formation, l'invitation à rejoindre un programme, c'est un point de contact avec l'apprenant. Aujourd'hui, c'est un mail assez statique qui dit vous venez à telle heure, à tel endroit, voilà le lien pour vous connecter à la plateforme. C'est pas un mail avec une charte graphique, avec un ton, avec un travail éditorial. Et ça, aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même en utilisant un outil comme Mailchimp, par exemple, qui est simple à prendre en main, pas très technique, et qui va vous permettre de faire la différence sur des petites choses et de gagner en qualité dans le rendu du marketing de la formation. Donc, il y a toutes ces petites choses-là qu'on voit là. On vous a mis une capture d'écran d'un travail qui est fait par Jane Hart, qui est une experte du social learning et qui a analysé tous les outils utilisés par les équipes de formation. Et en fait, de plus en plus, c'est des outils collaboratifs, c'est des plateformes de formation, c'est des outils de création de contenu, des outils de podcast, enfin tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le web. Et donc, voilà, il faut s'appuyer sur les outils du numérique pour aller créer des contenus et ne pas forcément le faire que au sein d'un SIRH ou d'un LMS qui, lui, ne le permet pas forcément. Donc, on a plus d'autonomie qu'on le pense et c'est vraiment intéressant de s'en saisir. Donc, en conclusion, peut-être, puisqu'on arrive, on arrive à la fin de ce webinaire, je pense que les quelques messages clés qu'on voulait faire passer, c'est vraiment de remettre le salarié, le collaborateur au centre du dispositif et du parcours, de penser en termes d'étapes et en termes de moments de vie, entre guillemets, du salarié, de beaucoup segmenter, parce qu'aujourd'hui, les gens sont noyés sous l'information, donc segmenter. Aujourd'hui, quelqu'un qui est, par exemple, dans la filière IT, quand il arrive sur votre LMS, il ne faut pas qu'il puisse voir des formations qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Il faut vraiment que ce soit orienté, segmenté, pré-mâché. C'est vraiment très, très important. Il y a un travail sur tout ce qui est visuel et éditorial, qui est clé, à la fois dans le contenu de la formation, notamment digital, mais aussi dans son marketing. Et puis après, il y a l'environnement. Comment, en tant qu'équipe formation, vous mettez en place des environnements plus favorables à la formation, en travaillant, en influençant les managers, en sensibilisant les managers au rôle de la formation et aux nouveaux modes d'apprentissage, en digital ou communautaire, pour travailler là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui demande quels sont les deux outils qui ont été mentionnés. Alors, les deux outils que je viens de mentionner, donc c'est pour créer des visuels, c'est Canva, C-A-N-V-A, mais on vous enverra les liens ensuite. Mais il en existe d'autres, hein, on pourra vous envoyer des exemples. Et pour les newsletters, c'est Mailchimp. Donc mail comme un mail et Chimp, C-H-I-M-P, qui est un outil de création de newsletters. Il y a aussi Mailjet, il y en a plein. Et vous créez un compte, vous avez des templates, des modèles, et vous pouvez assez facilement créer une newsletter avec un joli bandeau, une charte graphique, voilà, quelque chose qui est un peu plus travaillé. Et quand on reçoit ça en tant qu'individu, pour être invité à une formation, bah, c'est des petites choses qui font la différence. Faut pas forcément, c'est pas toujours la mer à boire, hein, c'est des petites choses, des petits pas qui transforment un peu l'expérience apprenant. Donc c'est aussi ça qu'on peut vous suggérer. Et quel outil pour la création de vidéos, nous demande Marie. Alors pour la création de vidéos, il y a plusieurs petits outils que vous pouvez utiliser. Il y a Powtoon. Alors c'est plutôt pour utiliser des vidéos pédagogiques. Je vais peut-être le mettre dans le chat parce que c'est un peu compliqué à épeler. Hop, Powtoon. Il y a Expli. Hop, entre autres. Il y a Pitchy. Hop, je le mets aussi. Et on vous enverra les liens. Donc c'est Nicolas qui parle, mais c'est moi qui ai écrit à sa place. Donc il y a ces outils-là qui proposent des choses un peu, des modèles préfaits que vous pouvez utiliser facilement. Et ça, typiquement, pour du contenu qui va être jetable avec une forte obsolescence, c'est vachement pratique parce que vous avez un niveau de qualité qui est bien, qui est suffisant. Alors c'est pas aussi qualitatif que du motion design fait par un motion designer, évidemment. Mais voilà, ça fait le job. Et surtout, c'est rapide en conception, c'est rapide aussi en modification et ça vous rend progressivement autonome. Vous avez aussi tous les outils de création d'infographies. On pourra vous envoyer une petite liste d'articles. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Donc, dans les 2 minutes qui restent, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On vous enverra, comme convenu, toutes les études qui ont été citées. On se permettra de vous les envoyer.
Et puis, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas si vous avez des demandes de précision. Connaissez-vous un outil vidéo qui permettrait de convertir un texte en vidéo rapidement? Convertir un texte en vidéo rapidement, c'est une bonne question. Là, j'ai pas de choses qui me viennent en tête immédiatement. Euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est que en termes d'expérience apprenant, euh, proposer le même contenu sous plusieurs formats fonctionne très bien parce que les gens vont soit regarder la vidéo, mais quand ils sont hors connexion, ils vont vouloir lire le texte ou écouter le son en podcast dans la voiture. Donc, vous pouvez utiliser des outils qui proposent le même message mais avec différents formats. Mais alors, un outil qui permettrait de convertir un texte en vidéo, il y a des outils de speech to text, mais c'est pas tout à fait la même chose. Non, là, ça me vient pas, mais on pourra chercher. On va chercher. Il y a d'autres questions. Suspense, on voit les gens écrire. Il y a plusieurs questions en cours de préparation. Alors, ok, merci. C'est une question. Bah, merci à vous. On attend peut-être les 2 dernières questions qui sont en cours de rédaction. Alors, il y a un peu long là. Alors, question de moi. Est-ce qu'on arrive à la relire parce que... Vous avez parlé de l'approche par compétences. Pouvez-vous nous indiquer quels moyens peuvent être mis en œuvre afin d'assurer une bonne cohérence entre les activités d'apprentissage et les compétences acquises? Je vais peut-être répondre. Je pense qu'il y a un sujet a priori et a posteriori. Comment est-ce qu'on s'assure a posteriori avec des outils d'évaluation adéquats que la formation a rempli son rôle, et puis a priori comment est-ce qu'on s'assure que le dispositif pédagogique proposé est en phase avec le besoin de monter en compétences. Et peut-être que c'est un de tes sujets de prédilection. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on veut éviter, c'est l'effet tunnel en formation, c'est-à-dire il y a un programme, tout le monde y passe, sans forcément s'être posé la question des niveaux d'entrée, du fait que les gens ont pu développer des compétences qui fait qu'ils n'ont pas forcément besoin de suivre toute une formation. Donc, aujourd'hui, un premier sujet, c'est vraiment d'aller évaluer en amont les collaborateurs sur un sujet donné pour leur permettre de choisir le bon niveau de formation. Par exemple, quand vous tapez gestion de projet dans un LMS, vous pouvez avoir 25 formations différentes. Il faut que les salariés puissent s'auto-évaluer ou en tout cas, ça peut être un chatbot, ça peut être en ligne, ça peut être un questionnaire, mais qui puissent un peu être orientés, être guidés dans leur choix. Et puis après, une fois qu'ils ont suivi la formation, et là aussi, il y a un vrai sujet sur j'ai suivi ma formation et comment je fais de l'ancrage, comment je transpose ça en situation de travail, comment on s'assure que il y a une transposition. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça rentre pas vraiment dans le sujet du marketing de la formation, mais c'est comment on va suivre la transposition en situation de travail, comment on implique le manager aussi pour le faire, comment on repense l'évaluation de la formation. Donc c'est pas juste oui j'ai aimé cette formation, mais d'écrire des choses qui ont été mises en pratique. Donc c'est tout le suivi, tout l'aval de la formation qu'il faut suivre. Et comment on peut faire aussi des 360 pour faire de l'évaluation par les pairs et vérifier qu'une compétence a été développée en situation de travail. Donc, il y a plusieurs outils pour le faire. Ce sujet gagne en importance par ailleurs lorsqu'on dit que l'action de formation peut être beaucoup plus protéiforme qu'elle ne l'était avant et qu'on peut mettre en place des dispositifs un peu nouveaux sur ces sujets-là. La question, bien sûr, va se poser de l'efficacité de ces dispositifs et de leur accompagnement dans le temps pour s'assurer de leur pertinence. Et il y a un énorme sujet, en effet, d'implication du manager. Je pense que pour que la formation elle soit valorisée par le collaborateur, il faut aussi qu'il semble que le manager considère que cette formation est importante, il faut qu'il y ait un accompagnement dans le temps qui se passe entre le collaborateur et le manager. On a une petite stat de notre étude qu'on avait faite et qu'on vous enverra également, qui dit qu'aujourd'hui, déjà, il y a une pratique d'évaluation de la formation qui est assez faible, puisqu'on est autour de 50 ou 55% des entreprises qui font de l'évaluation de la formation. Par ailleurs, elle s'arrête très souvent l'évaluation à chaud, c'est-à-dire que je recueille les fiches d'évaluation des organismes ou c'est issu d'un bac questionnaire à la fin de la formation. Et il y a une pratique extrêmement faible de l'évaluation à froid et notamment de la mise en place de dispositifs collaborateurs-managers post-formation, qui est un sujet en tant que tel qu'on n'a pas le temps d'aborder dans le cadre de ce webinaire, mais qui est en effet au cœur de la question posée. Ce sera le prochain alors. Peut-être le prochain. Vous avez d'autres questions? Bien, peut-être qu'on peut conclure ce webinaire. Merci à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre. Et puis n'hésitez pas, on vous enverra nos coordonnées. Si vous voulez qu'on prolonge l'échange, n'hésitez pas à nous solliciter.
sera ravi de vous répondre. Merci à tous pour d'avoir participé et Bonne journée à voilà, tous. prenez contact, n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne journée.